Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc revenons sur le principe cosmologique. Comme je l'ai dit, il n'est valable qu'à très grande échelle. À petite échelle, l'univers est loin d'être homogène et isotrope. Il suffit de regarder autour de nous pour nous en rendre compte. Rien que dans cette pièce, il y a là une chaise, mais il n'y en a pas là de l'autre côté. Il y a de la lumière en haut, mais pas ici, ou par la fenêtre, mais pas de l'autre côté. Et dans l'univers, il y a des structures comme les planètes, les étoiles, les galaxies, et celles-ci se regroupent en structures que sont les amas et superamas. On compte aussi les filaments qui relient les amas, etc. Ce sont les plus grandes structures observées. Le gaz primordial non plus ne peut pas être strictement homogène. En effet, après la recombinaison, l'expansion a continué et l'univers a continué à s'agrandir et à se refroidir. Si on prend une grosse masse de gaz, celle-ci peut être en équilibre. Elle a tendance à s'effondrer sous son propre poids à cause de sa masse, mais elle a aussi tendance à gonfler parce qu'elle est à une certaine température, donc une certaine pression, et cette pression tend à faire gonfler la masse de gaz. Tout comme souffler dans un ballon tend à faire gonfler le ballon. Et l'équilibre, la masse critique pour cet équilibre est appelée masse de Jeans. On peut noter MJ. Masse de jeans. Jeans comme les jeans, mais c'est pas lui l'inventeur des jeans. Inventeur des jeans, c'est Lévi-Strauss. Quand l'univers s'est refroidi, une telle masse de gaz a fini par être suffisamment froide pour que la gravité surpasse la pression. On a donc dépassé la masse de jeans. La masse de gaz devient supérieure à la masse de jeans. La masse de gaz va alors s'effondrer sous son propre poids. Ça se produit d'ailleurs encore actuellement dans les galaxies, où on trouve de nombreux nuages de gaz, comme dans notre galaxie. Et ce amas va alors former des étoiles, des galaxies. Et des galaxies. Dans notre galaxie, à nous, c'est un nuage de gaz qui s'effondre, qui feront créer des flambées d'étoiles jeunes qui apparaissent à certains endroits. Et au tout début, ces grandes quantités d'étoiles, rassemblées par la gravité, ont formé les premières galaxies. Mais encore faut-il qu'une telle masse de gaz existe. Si le gaz primordial était strictement homogène, parfaitement homogène, alors une telle masse de gaz serait autant attirée dans ce sens-là par son poids que par le gaz voisin. Pas besoin de température ou quoi que ce soit, le système serait en équilibre. Et au fur et à mesure de l'expansion, on aurait juste un univers rempli d'un gaz de plus en plus dilué et de plus en plus froid. Et c'est tout. Et donc, il a fallu de telles masses de gaz au départ, c'est-à-dire des grumeaux dans le gaz primordial, des zones plus denses, avec un gaz moins dense autour. Et ces zones plus denses, alors suffisamment refroidies, ont pu commencer à s'effondrer sous leur propre poids. Il a fallu des grumeaux dans le gaz primordial, des irrégularités. Une telle zone plus dense serait alors, à cette époque, à l'époque de la recombinaison, un tout petit peu plus chaude, à cause des effets pression, température, densité de la thermodynamique, serait un tout petit peu plus chaude. La recombinaison se produirait donc un rien plus tard. Le rayonnement fossile serait alors émis aussi un rien plus tard. Il subirait un redshift, un décalage vers le rouge, cosmologique,
pendant un temps un peu plus court, un peu moins long, puisqu'il était mis plus tard jusqu'à notre époque. Et donc, dans les observations, il apparaîtrait plus chaud. Donc un rayonnement moins décalé vers le rouge, correspondant à un rayonnement thermique supérieur à 2,7 Kelvin. Alors, en dehors les observations au sol ne sont pas faciles parce que les rayonnements sont perturbés par l'atmosphère. Donc on a envoyé des satellites avec des capteurs extrêmement sensibles contenant de l'hélium liquide, un peu comme l'antenne de Penzias et Wilson, pour servir de point 0 à 0 Kelvin et pour faire des mesures extrêmement fines du rayonnement fossile. C'était le cas du satellite Planck et du satellite WMAP. Et ils ont analysé finement le rayonnement fossile et des petites irrégularités et des plus grandes, un peu toutes les tailles, avec une structure un peu fractale, comme ça, des petites irrégularités, d'autres plus grandes, ont été découvertes dans le rayonnement fossile. Et toutes ces irrégularités ont été cartographiées. Donc le rayonnement n'est plus strictement isotrope. Il varie très légèrement d'un point à l'autre du ciel. Mais notons que ces irrégularités sont très faibles. Penzias et Wilson, par exemple, n'auraient jamais pu les constater avec leur appareil, avec leur antenne. Ce sont des variations de l'ordre du millième. Donc, la température du rayonnement fossile, selon les directions, est de 2,7 plus ou moins 0,003 Kelvin environ. Donc, ce sont vraiment de toutes petites variations. Pour vérifier si ces petites variations, ces petits grumeaux, ces grumeaux légers, on va dire, pour vérifier s'ils sont suffisants pour les effondrements de gaz, parce que les effondrements de gaz amplifient ces hétérogénéités. Même si le gaz n'est qu'un peu plus dense, il peut finir à un moment donné par s'effondrer, ce qui évidemment amplifie la densité en s'effondrant, donc amplifie ces irrégularités. Donc pour vérifier si c'est suffisant, on a réalisé des simulations numériques, simulant de l'univers un peu sur une très colossale étendue, en appliquant sur le gaz initial les irrégularités observées, en faisant diminuer la température et en simulant l'expansion et en vérifiant si les effondrements finissent par former les structures auxquelles on s'attend. Et les résultats sont tout à fait conformes, correspondent très bien aux observations. Les petites fluctuations observées dans le rayonnement fossile sont donc bien à l'origine de tout ce qu'on observe dans le ciel. Les cosmologistes se sont demandé d'où venaient ces fluctuations. Pourquoi ces petites variations, même d'un millième? Pourquoi il y en a? On s'est tellement battu pour avoir un univers homogène, pour le comprendre, le fameux principe, le fameux problème de l'horizon, que maintenant on est bien embêté parce qu'on a quelque chose de trop homogène et en réalité il y a des fluctuations, des irrégularités dont on aimerait bien comprendre l'origine. Alors, le gaz initial, ou plutôt la soupe de quark dont nous avons parlé, ou le type de matière qui a pu précéder, encore plus chaud, encore plus dense, encore plus énergétique. Il était extrêmement remuant, avec des collisions innombrables de particules, et comme je l'ai dit, cela tend même à homogénéiser le gaz, mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce que il y a la mécanique quantique qui entre en jeu. Les deux bouts se rejoignent. La relativité générale pour l'univers, l'infiniment petit pour la mécanique quantique. Et la mécanique quantique, il y a son principe d'indétermination. Cela doit induire de petites fluctuations quantiques, qu'on sait d'ailleurs calculer,
et donc de petites variations de densité et de température dans le gaz. Mais là, mauvaise surprise, le calcul a montré que ce n'était pas suffisant. Même amplifié par l'expansion, ces petites fluctuations ne donneraient pas des grumeaux tels qu'ils sont observés. En tout cas, pas aussi importants, de loin, de très loin. Et donc ça, c'était embêtant. Mais c'est là que l'inflation est venue à la rescousse. L'inflation qui avait déjà été imaginée à ce moment-là. Et cet usage de l'inflation a encore renforcé la crédibilité de cette hypothèse. Imaginons une petite irrégularité quantique, très petite, 1/1000 de milliardième de mètre. Petite fluctuation dans un gaz hyper dense. Au tout début, de telles fluctuations apparaissent et disparaissent sans arrêt. Elles ne se maintiennent pas. Mais c'est là que l'inflation arrive. Et à un moment donné, boum, tout est amplifié, agrandi, de manière colossale, des milliards de fois. Et cette petite fluctuation des milliardièmes de mètre, tout d'un coup, elle fait 1000 années-lumière. Elle devient énorme, avec une variation, petite variation de température, de densité, qui fait 1000 années-lumière de taille. De plus, les fluctuations qui suivent après, c'est toujours des fluctuations quantiques, microscopiques, minuscules. Et donc, elles ne peuvent plus influencer ce passage qui fait 1000 années-lumière de long. L'inflation a agrandi la fluctuation, mais en plus, l'a figée. Elle reste imprimée dans le gaz. Et elle forme un grumeau, et donc cette fluctuation qui a grossi forme un grumeau, et le calcul montre que l'effet est tout à fait suffisant pour reproduire les fluctuations observées. Voilà qui est franchement satisfaisant. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que donne l'analyse des fluctuations du rayonnement fossile, et nous parlerons aussi des mesures des distances dans l'univers. Donc nous reviendrons sur ce point. Je vous remercie.